Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Amphibiens, amphibiennes, créatures aquatiques de tout poil et de toutes écailles, bienvenue dans ce nouveau numéro de Multifocus, le Multifocus numéro 13.4, sur lequel nous allons parler avec mes camarades Lia. Bonsoir Lia. Oui, c'est moi. Bonsoir. Ça va bien? C'était la surprise. Oui, ça fait longtemps. Et oui, ça fait longtemps. C'était la surprise que je vous annonçais dans le Multifocus 13.3, que justement, il allait y avoir une surprise. Je vous avais dit que Lia ne participerait quasiment plus, mais finalement, elle reparticipe quand même. Voilà. Donc on est très heureux. Voilà, on est très heureux de te retrouver, ma petite Lia. Mais c'est avec plaisir que je reviens auprès de vous. Voilà, et tu vas nous faire encore Wikipédia. Et nous sommes toujours accompagnés de notre ami Chapeau. Salut Chapeau. Salut. Tout va bien ? Tout va bien, ça va bien. Parfait. Alors, petit disclaimer, on est désolé, le son va pas être terrible pour cet épisode de Multifocus. Pour tout vous dire, nous sommes tous coincés dans la neige et nous sommes tous à distance. Voilà, habituellement on est tous autour d'une table, ou quasiment, mais là, donc du coup le son est bien meilleur, mais là on est tous sur Discord et, et donc le son est pas forcément terrible. Je vais essayer d'arranger ça en post-prod, mais je garantis rien. Voilà, mais au moins on va essayer de faire du contenu qui tient la route, au moins pour vous tenir en haleine. Alors justement, le contenu, on va en parler, puisqu'on a fait tout le mois avec Chapeau, on vous a fait 3 numéros précédents sur des films ou des productions en tout cas de Guillermo del Toro, puisqu'on a fait notre mois Guillermo del Toro, et nous allons le conclure avec cette grosse émission sur donc La forme de l'eau, qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, qui est bardé de prix et qui va, je pense, en avoir quelques-uns aux Oscars notamment. Et puis on va donc là on va je vous fais le sommaire là, je suis complètement déphasé. Donc quelques attentes ciné-télé déjà, et puis donc la critique de La forme de l'eau, et ensuite un dossier sur Guillermo del Toro. Alors dossier bien dodu parce que le monsieur a beaucoup de cordes à son arc, et donc du coup on va voir un peu tout ça. On va essayer de faire le tour du bonhomme. Et on l'aime bien en plus. Et en plus on l'aime bien. Mais on verra que c'est quand même quelqu'un de très particulier et mais ô combien attachant. Voilà, donc, et ensuite quelques liens et ouvertures, comme d'habitude, pour ne pas trop vous déphaser dans vos habitudes d'écoute. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt ? On est prêt. Toujours pour toi. Oh là là, mon Dieu. Arrêtez, vous me faites rougir. Alors c'est parti. Les attentes ciné-télé. Tiens Lia, tu veux parler ? Eh bien je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu attends fermement dans ce mois de mars ? À ton avis, qu'est-ce que je peux attendre qui sort en mars ? Un blockbuster, comme d'habitude. Voilà, mais lequel ? Il y en a pas mal. Oh, il y en a... Ouais, si, il y en a un autre aussi. Bon, il y a Tomb Raider, bien sûr. Bien sûr, une femme badass, mais oui, c'est pour moi. Bien sûr que je serai au cinéma le 14 mars pour aller voir ce super film qui sera peut-être bien, parce que les précédents étaient nuls. Est-ce que celui-là sera bien ? Je sais pas. Peut-être, j'aime bien ton peut-être. Il a l'air mieux quand même déjà. Ouais, j'espère. Hein. Moi, j'ai espoir. Même si le réalisateur est un Norvégien complètement inconnu au bataillon. Mais bon, c'est pas grave. L'actrice, on la connaît pas. Moi, je trouve ça bien parce que du coup, on s'attache pas. Enfin, on va pas voir une actrice, là, on va voir un personnage. Et en plus, ce qui est bien, c'est que... Elle est quand même un peu connue, Alicia Vikander. Ah bah moi je la connais pas. Elle a fait 2-3 trucs. Elle a fait quoi ? Tu dis des mensonges. C'est une Suédoise. Alors pendant que Chapeau cherche, Lia, vas-y, dis-nous un petit peu de quoi ça parle, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui connaissent pas Tomb Raider. Oui. Enfin, parce que si vous connaissez pas Tomb Raider, moi je me casse tout de suite et on s'arrête là, c'est tout. On se calme. Voilà, Alors, non, simplement on va dire que Tomb Raider, c'est Lara Croft, de son vrai nom, qui est une fille d'explorateur excentrique, qui a été portée disparue depuis quelques années, je crois que c'était 7 ans.
C'est une jeune femme rebelle, indépendante, forte. C'est c'est la fille qui a perdu son père mais qui est forte. Parce qu'en plus elle est convaincue qu'il n'est pas mort, alors elle va aller le chercher. Et bien sûr, ça va pas se passer comme prévu. Elle va galérer, elle va devenir encore plus forte, et elle va devenir Tomb Raider. Sinon ce serait un court-métrage, voilà. Et donc c'est ça. adapté du jeu vidéo éponyme. C'est ça. Qui avait été, notamment, ça avait été interprété par... Angelina Jolie. Merci. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Mais elle allait pas en Tomb Raider, je suis désolée, elle est beaucoup trop belle. Du coup, pour en revenir sur Alicia Vikander, elle a joué dans The Danish Girl, un film avec Eddie Redmayne. Oui, Robert Dragono dans les Animaux Fantastiques. Et Entre elle a autres, aussi ouais. joué dans... Dans Jason Bourne, j'ai vu du coup, parce que j'ai quand même fait mes recherches en parallèle. Ouais, et Ex Machina aussi, plus récemment. Voilà. Et oui, on en avait parlé de Ex Machina, on en avait parlé dans l'émission sur le cyberpunk. Eh ben écoute, très bien. Donc Tomb Raider, donc tu nous as dit ça sort le 14 mars. Mais soyez devant, 14 mars. direct. Oui, En vrai, je suis sûr que ça va être un bon divertissement. Il faut pas demander plus. C'est une adaptation de jeu vidéo, ils se plantent à chaque fois, ils vont encore se planter, mais on va passer un bon moment. Je vous renvoie à notre émission, à notre première émission, pardon. Toute première, mais oui. Toute première, mon c'était Dieu. Ouh là là, il y a plus d'1 an et c'était un beau bazar. Oui, Peut-être qu'on en c'est refera beau. une du coup à un moment où on fera un truc comme ça. Bref, on en reparlera. Ok, ben merci Lia. Pour Tomb Raider. Alors, pour ma part, moi j'attends parce que, comme dans toute émission de Multifocus, il nous faut un point Netflix, c'est pour ma gueule. Donc moi c'est un film qui s'appelle Annihilation. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à savoir si ça sortait au cinéma ou pas, on en discutait encore en antenne juste avant. Alors ça sort le 12 mars, visiblement que sur Netflix. J'espère que ça va peut-être sortir au cinéma, peut-être après je sais pas si Netflix va changer un peu sa manière de voir les choses. C'est un film d'Alex Garland avec Natalie Portman et Jennifer Jason Leigh, entre autres. Et bien le synopsis, c'est une biologiste donc, qui part avec une expédition gouvernementale composée, je crois, quasiment que de femmes, sur le site d'une catastrophe écologique pour retrouver la trace de son mari disparu. Donc science-fiction, etc. Mais en tout cas, au vu de la bande-annonce, moi ça me disait bien. Nathalie Portman avait l'air d'avoir un rôle assez sympa. Encore une femme badass. Encore une femme badass. Et puis Jennifer Jason Leigh, moi j'aime beaucoup cette femme aussi. Pardon, je viens de taper dans mon micro. J'aime beaucoup cette femme aussi. Notamment, je crois que c'est elle qui avait joué dans Copycat, etc. Enfin bref, elle fait pas mal de rôles. On la voit assez peu quand même, mais elle est assez... j'aime bien. Voilà, puis donc le film a l'air très énigmatique, on n'en sait pas trop plus que ça, il y a des espèces de plantes. Visuellement, au niveau de la bande-annonce, moi j'ai trouvé que c'était assez joli, ou en tout cas assez intriguant. La première bande-annonce, donc on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas oui effectivement des femmes scientifiques qui partent sur un site de catastrophe écologique avec des gros trucs qui pètent de partout, ça me plaît bien, ça va peut-être nous changer un petit peu du reboot de Ghostbusters. Peut-on vraiment en parler? On pourrait. Bref, mais là n'est pas le sujet. En tout cas, ça sort en France le 12 mars sur Netflix. Chapeau. Qu'est-ce que tu attends, toi? Alors moi, c'est un film que j'attends pas vraiment, en fait. Non, mais c'est vrai. Quoi? Mais je te rejoins, Lia, sur les blockbusters. C'est Pacific Rim Uprising. Mais oui. On en avait parlé il y a 2 émissions, effectivement. Ouais. Je l'attends pas vraiment parce qu'il a l'air totalement nul, mais par curiosité, j'ai eu envie de le mettre. Mais oui. c'est quand même Del Toro qui fait le scénario. Non, il est producteur dessus. Et il a supervisé le scénario, ouais. Ah ouais? Et oui. Ouais, c'est bon, il a ça, il faut pas supervisé non le plus être scénario. aussi négatif. Ouais.
Et du coup, il sort le 21 mars 2018. C'est Steven S. D. Knight qui est le réalisateur. Alors, c'est un réalisateur qui n'a pas fait énormément de choses. Il a fait un épisode de la saison de Daredevil, de la saison 1 de Daredevil, la série. Et je crois que c'est son premier long métrage d'ailleurs. Et il a aussi été scénariste sur 3 épisodes des séries Spartacus qui étaient sortis. Et du coup, c'est les... Oui. Non, je disais pourquoi pas, oui, effectivement. Alors, il a été réalisé... Ouais, c'est son premier long métrage. Hein. Ouais. Je confirme. Bon, il s'attaque quand même à un gros morceau, hein. Ouais. Ah, il y a moyen. Hein. Et attendu au tournant. Du coup, Pacific Rim Uprising, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la suite du premier Pacific Rim, qui a été réalisé par Guillermo del Toro. C'est tout simplement le conflit entre les kaiju et les Jaegers. Alors les kaiju, c'était ces espèces de gros monstres qui avaient envahi la Terre. Et les Jaegers, c'était les robots mechas qui les tabassaient. Et du coup, les kaiju reviennent. Et les mechas sont encore à essayer. Et les robots aussi, oui, ils sont toujours là et ils vont essayer de les buter encore une fois de plus. C'est pas les mêmes héros, quoi qu'on retrouve Rinko Kikuchi, qui fait Mako Mori. Et on retrouve aussi les 2 scientifiques, Dr Hermann Gottlieb et Dr Newton Geisler, qui sont interprétés par Bern Gorman et Charlie Day. Ok, je refais ma blague sur les kaiju, c'est pas la peine, non ? C'est non, c'est bon. Ça ira. Okay. Je me retiens, je vous jure, je me retiens. C'est toi qui nous casse les noix de kaiju. Oh, joli. Mais ça y est. Oh, joli, tu l'as placé. Je m'en vais, je suis pas là pour ça, ok les gars ? Non mais c'est pas possible. Bon, parfait, donc ça sort le... Ça sort le 21 mars. Le jour du printemps. Eh ben voilà. On l'attend. Ça va bourgeonner. Bon, très bien, merci pour ces attentes ciné-télé. Passons à notre critique de Shape of Water, la forme de l'eau. Alors, la forme de l'eau, film donc de Guillermo del Toro. Est-ce que, Lia, tu peux nous en faire un petit... nous lire un petit peu la fiche, synopsis, rapido, histoire de nous mettre un petit peu dans le thème, s'il te plaît. Alors... De nous mettre l'eau à la bouche. Waouh, bien sûr. De nous mettre en forme. Bon, pardon. Allez, donc, du coup, là, il faut que j'enchaîne. Alors, la forme de l'eau, donc, comme tu dis, de Guillermo del Toro, qui est sorti donc le 21 février 2018, donc encore tout frais dans nos mémoires. Donc, c'est l'histoire, en fait... Enfin, ce film, ce qui est bien, c'est que c'est une ode à la différence. Parce que c'est l'histoire d'Elisa, une jeune femme rêveuse mais muette qui travaille en fait comme femme de ménage dans un laboratoire gouvernemental, tenu secret visiblement. On sent que c'est un peu le coin reculé où il se passe des choses bizarres. C'est la fin des années 50, c'est la pleine guerre froide. Et ça, c'est important parce que du coup, ça va amener le reste, puisqu'on va avoir un agent ambitieux à l'allure d'un milicien un peu sadique. Tu sens que c'est pas le mec super sympa. C'est un Michael Shannon qui joue pour le méchant, il est fort. Il va débarquer avec une espèce de cargaison, une espèce de caisson dans lequel on voit une créature flotter. Et Elisa voit ce personnage, et là, voilà. C'est le déclic. Exactement. Ok. Donc oui. c'est un film qui se veut fantastique. C'est une romance, c'est un drame. C'est joué avec c'est donc Sally Hawkins qui joue qui joue Elisa en fait. Et elle va être accompagnée par pas mal d'acteurs connus comme Richard Jenkins, mais aussi la dame dont j'ai oublié le nom, Zelda, sa meilleure amie. Octavia Spencer. Voilà. Octavia Spencer, voilà, chercher son vrai nom. Qui est en lice pour les Oscars d'ailleurs, pour le second rôle. Ah elle le mériterait. Je crois qu'elle a gagné un Golden Globes ou un autre, là, je m'avais parlé, donc bref, voilà. En tout cas, elle le mériterait. Mais c'est un film avec assez peu de rôles, je trouve. Et ils sont tous très bien faits.
Très bien. Voilà. Eh bien merci pour cette petite mise en bouche. Alors au niveau du scénario, alors déjà première chose, on va déjà faire un petit tour de table no spoil avant de passer à la partie critique avec spoil. Donc attention si vous écoutez, si vous n'avez pas vu le film, on va vous faire déjà un petit tour de table sans spoil, si vous voulez savoir ce qu'on en a pensé pour aller voir ou pas le film. Je vais commencer, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Moi j'ai Bravo. beaucoup aimé le film, j'ai quelques petites réserves sur certains petits trucs, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Je pense que c'est un très très bon Del Toro, très très bien réalisé, très joli, très pas gnangnan, disons presque pas trop gnangnan, et il y a de superbes idées, et c'est un très très bon film à aller voir au cinéma. Voilà pour ma part. Chapeau. Moi j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé qu'il était très poétique, mais effectivement pas poétique ni en an. Je dirais presque même que c'est une poésie presque sombre. Mm-hmm. Pas trop sombre non plus, mais presque. Et il est dans un univers, enfin, au niveau des couleurs et tout ça qui ont été utilisées, c'est le genre de couleurs et d'univers qu'on retrouve chez Guillermo del Toro et que j'apprécie. Et j'ai bien aimé. D'accord. Donc pour les amateurs de Del Toro, tu le conseilles. Ouais. Lia. Je vais enchaîner là-dessus parce que moi c'est exactement ce que je voulais dire, puisque pour moi je trouve que c'est vraiment le mix parfait du Del Toro qu'on a aimé sur le Labyrinthe de Pan, qu'on a pu aimer sur la poésie de Crimson Peak. On n'a pas aimé sur Pacific Rim. Désolé. Hein. Il y avait de la poésie dans Pacific Rim. C'est pour ça. Si vous n'avez pas aimé Pacific Rim sous le prétexte que c'est Guillermo del Toro, c'est bon. Là, vous pouvez y aller. Ça va vous plaire. Non, c'est vraiment un film qui, comme je disais dans mon intro, c'est vraiment une ode à la différence que j'ai trouvé très bien pensé. Comme toi, Doc, j'ai quelques petits trucs où je me suis dit à quoi ça sert. Mais bon. Pourquoi pas. Et aussi, il y a des petites similitudes avec ces autres films qui m'ont un peu dérangé, mais ça, je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais globalement, je le conseillerais vivement, tout en se rappelant que c'est un film poétique, c'est pas du tout un divertissement du vendredi soir, quoi. D'accord. C'est un bon film, c'est un beau film qu'il faut regarder avec la tête posée. Normal. Ok. Parfait, on est quasiment tous d'accord là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour la partie sans spoil. Maintenant la partie avec spoil, donc notre critique beaucoup plus profonde de la bête. Alors au niveau du scénario, je l'ai trouvé simple, et ce que j'ai trouvé super balèze de la part de Del Toro, c'est qu'il a réussi à faire un film sur une relation amoureuse mélangée avec du fantastique et de la politique, avec un fond de guerre froide. Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire, mais bon. Et avec de la philosophie et de l'action. Et il a réussi à mélanger tout ça pour en faire quand même un film cohérent et super intéressant. Enfin, et je veux dire, où tu décroches pas, où il y a des moments plus calmes, mais il y a des moments plus tendus, il y a des choses drôles, il y a des choses beaucoup plus comment dire, émotionnellement chargées. Et c'est pour ça que voilà, et pourtant il a fait un scénario relativement simple, presque un scénario, j'ai envie de dire, presque d'une série B des années 50, quoi. Voilà, et pourtant il a réussi à faire quelque chose de très bien. Après, c'est simple et efficace, en fait. Parce que, en même temps, il y a tellement de tours autour que heureusement, enfin, il y a tellement de trucs autour, en fait, que heureusement que c'est un scénario simple, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, voilà, comme je disais, les histoires de guerre froide,
Ok, c'est dans les années 50. Moi, personnellement, j'ai pas l'histoire avec le russe, etc. Ça aurait pu peut-être être amené autrement que toujours sur fond de guerre, etc. Là, c'est un peu la patte de Del Toro, mais ça, on y reviendra. Ouais, je pense que le fond de guerre froide, c'était plutôt par rapport au style qu'il voulait apporter. Notamment au style des machineries et tout ça qu'on peut retrouver dans le laboratoire. Je pense que ça passe mieux à cette époque-là qu'un truc plus moderne, par exemple. Mais la guerre n'est pas forcément présente, en fait. Là, il l'a mis non. Non, mais c'est plutôt l'époque à laquelle ça s'est passé. Je pense qu'il a été... Oui, mais du coup, pourquoi un russe, pourquoi tout ça, pourquoi toute l'histoire avec le russe, franchement, elle n'apporte pas grand-chose au film, en fait. Mis à part le fait que, ce russe, il va, entre guillemets, retourner sa veste par rapport par rapport au communisme, mais, encore. C'est ça, pour une fois, il y a un russe sympa. Voilà. Ouais, mais... Un Américain qui fait un russe sympa. Bon, il est Mhm. mexicain, mais... Était-ce vraiment nécessaire? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Ça reste, voilà, je reste dubitatif là-dessus. Après, ça a permis aussi de mettre de l'alarme, en fait, dans le film. De mettre ce côté de tout... Enfin, le film est vachement... Enfin, au début, t'as pas de longueur de temps, et à la fin, ça se vénère. Il doit partir dans 48 heures, ils vont le tuer le lendemain, il a plus qu'une semaine. Enfin, il y a un truc avec cette histoire de temps que tu aurais du mal à justifier, je pense, sans cette histoire de guerre, sans ce côté politique. Enfin, juste le fait qu'ils allaient découper la créature, ça suffit à mettre de la tension, quoi. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils voudraient autant la disséquer, en fait? Si ce n'est pour avoir pour avoir une arme en plus contre les Russes. Russes qui sont en train de gagner la guerre spatiale. Oui, bon, ouais, ok. Je reste quand même dubitatif. Au niveau du scénario, vous avez des choses à rajouter du coup ou... Moi, il y a un petit côté qui m'a dérangé. Enfin, non, ça m'a pas un peu dérangé, ça m'a clairement dérangé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment inutile. C'était le côté sexuel dans le film, en fait. Ben, par rapport à quoi? Par rapport à elle ou par rapport à elle et la créature? Bah, les deux, en fait. Parce que je trouve que c'est une histoire qui est vachement poétique, qui est vachement romantique, limite. Et on est sur quelque chose de découverte, de machin. Et t'as ces scènes crues, au départ, quand elle est toute seule. Et après, quand il y a lui. Quand elle discute avec sa copine, tu dis, bon, allez, ça passe. Mais enfin, encore une fois, tu dis, mais enfin, on s'en fout. Je trouvais que c'était plutôt bien amené parce que, justement, quand elle est au début, elle, en fait, ça appuie le fait que c'est une personne parfaitement normale, une fille banale qui prend son bain, qui se fait cuire des œufs, qui se masturbe comme n'importe quelle fille, comme n'importe quelle personne, qui est vraiment banale. Ça appuie la banalité de la personne. Et justement, les passages avec la créature, là, ça renforce la poésie du film. Parce que c'est dans ces scènes-là, si tu remarques bien que tu la vois la plus heureuse, en fait. Oui, non, mais ça j'entends bien, mais je pense qu'il y avait des façons plus... En fait, c'est pas l'aspect sexuel qui va me déranger, ça sera l'aspect cru de la chose, en fait. Tout le reste est vachement romantique, vachement doux, et bam. Ouais, moi je pense que c'est par rapport à une des thématiques du film qui est notamment le féminisme. Mais ça, moi j'y reviendrai après dans le traitement thématique en fait. Mais voilà, mais c'est vrai qu'au niveau scénario, oui, ça peut choquer effectivement. En fait, c'est pas choqué à la limite, on s'en fout. Non, mais c'est juste, je trouve que c'était pas utile et que et du coup, moi ça c'est des choses qui m'ont sorti du film en fait. D'accord, ok. Ouais. Ok. Au niveau des personnages, moi j'ai trouvé que tous les personnages étaient très bien. Enfin voilà, on les cerne très vite et ils sont un peu stéréotypés, mais en même temps ça va très bien avec le genre de film. Et au niveau des acteurs, pardon, j'ai trouvé que que les seconds rôles étaient vraiment
au top. Justement, Dalila, enfin Zelda, était super. Bon, le russe, mis à part sa légitimité par rapport au scénario, il était très bien aussi. Le scientifique, moi j'ai beaucoup aimé je me souviens plus de son nom, mais le scientifique moustachu avec sa brosse là, qui est un peu directeur du labo, mais qui se fait marcher dessus par Striker, là, ou je sais pas qui, par le méchant. Non, je sais plus comment il s'appelle, Strickland. Voilà, Strickland. Oui, pardon, non, mais parce que Del Toro aime bien utiliser Strickland ou Striker comme nom de méchant, en fait. Et puis le voisin d'Elisa aussi, l'homo qui fait des illustrations de pub, il est juste incroyable. Ouais. Donc j'ai trouvé que les second rôles presque étaient mieux que Elisa et la créature et Striker, Cland, Cloom, Strike-Loom, enfin le méchant quoi. Mais c'était pas russe lui. Arrête de dire le Non. Non, mais justement, moi, c'est le russe, c'est Bob ou Dimitri que j'aime bien. Hochflizer. C'est pas faux, à tes souhaits. Voilà. Bon, en tout cas, pour les rôles, moi, rien à dire pour ça, quoi. Vous ? Ouais, ils sont vachement stéréotypés, quoi. Et je suis d'accord que finalement, celle qui était la moins crédible, c'était l'actrice principale. C'est celle qui m'a le moins touchée. Pas forcément moins crédible, attention, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas le terme, mais c'est celle qui m'a le moins touchée, en fait. D'accord. Ouais, son voisin homo, il est juste adorable. T'as juste envie de lui faire un câlin, quoi. Et pareil pour Zelda Fuller qui raconte ses histoires de son mari tout le temps. C'est génial, c'est des anecdotes, mais je trouve ça super, en fait. Et il y a elle, finalement, en fait, ils la font peu parler, évidemment, puisque étant muette, ils vont pas. Non, mais dans le sens où même par signe, elle est assez peu communicative. Par contre, au niveau de son visage, j'ai pas trouvé qu'elle compensait, en fait. Pas très expressive au niveau de son visage, ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste, voilà. Elle bouge très bien quand même, donc voilà. Après. Oui. Après, je suis contente, par contre, qu'il ait choisi une actrice qui n'est pas jolie, qui est somme toute lambda, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est vrai. Chapeau. Moi, je vais vous rejoindre votre avis, donc je vais pas spécialement dire plus. Par contre, contrairement à Lia, j'ai trouvé que justement, Elisa était vachement touchante, plus que les autres. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Parce que justement, elle a cette histoire d'amour et que elle est comme les autres, elle est un peu rejetée par la société normale, on va dire, des gens normaux. Mais elle a totalement un regard différent. Elle a un regard complètement masque enfantin sur la vie en fait et sur les choses du monde. Et du coup, c'était presque le plus touchant. Donc moi j'ai bien aimé ce personnage. Après effectivement tous les personnages étaient extrêmement bien construits, même si stéréotypés. On s'attache à tous, quoi. C'est vrai. Et en même temps, ça va avec le style de film, comme je disais, ça fait un peu série B des années 50, c'est stéréotypé, quoi. Donc après, il y a peut-être un côté hommage aussi de la part de Del Toro, mais ça passe bien, donc, enfin, voilà. On est d'accord. La musique. Alors moi j'ai trouvé la musique absolument géniale et c'est un film qui est très sonore en fait pour une avec l'actrice principale qui est muette. J'ai trouvé qu'il y avait quasiment tout le temps de la musique et que ça allait bien, comment dire, que justement même s'il y avait des chansons de l'époque des années 50 etc., puisque ça fait partie. Enfin, la musique est un personnage aussi du film. Il y a, ça passe impeccable, quoi. Ça passe très très bien. Et c'est Alexandre Desplat qui a fait la musique et qui a réorchestré aussi des chansons comme La Javanaise entre autres. Et du coup, c'est Madeleine Peyroux.
voilà, Madeleine Peyroux qui chante, et du coup ouais, ça passe très bien. Enfin voilà, la musique est top. Des réserves, vous, pour la musique, ou pas du tout? Ou ça vous a fait le même effet? Je vais pas en parler parce que c'est vrai que j'écoute très peu la musique dans les films, c'est pas le point qui me marque à chaque fois. Donc je saurais pas vraiment en parler. Je l'ai écouté au début, je crois dans les premières scènes, j'ai essayé de faire l'effort de l'écouter. Et effectivement, ça passait très bien. Elle passait aussi bien que la musique dans les heures sombres, en fait. Mm-hmm. Ça correspondait totalement au style du film, ça correspondait totalement à l'univers. Mais voilà, après c'est vrai que j'ai décroché de la musique, j'étais complètement dans le film et voilà. Ok. Donc je pourrais pas en parler un peu plus. Ok, parfait. Lia? Non, je peux pas. C'est un peu pareil. Moi, si je dis rien, c'est que ça va. Ok, parfait. En fait, ça me perturbe. Si ça me perturbe pas, c'est que ça va. Je suis pas assez sensible pour en dire plus. C'est que ça passe. J'ai trouvé, alors au niveau des ambiances, qu'il y avait des ambiances absolument dingues et qu'on retournait justement dans les années 60, enfin 50-60, sans cliché. Alors sans cliché mis à part pour les personnages, mais au niveau des décors, au niveau voilà, des couleurs, enfin vraiment de l'ambiance visuelle, que ça passait, mais alors nickel, et que voilà, c'était tout à fait normal, quoi. C'était pas appuyé, et il y avait des effets au niveau des effets visuels, que ce soit des FX, de la composition avec des fonds verts, etc. C'est hyper bien incrusté, surtout si vous avez l'occasion de voir ce qu'on appelle des breakdowns, c'est-à-dire des découpages justement des effets. Il y a des effets qui sont absolument invisibles et qui sont hyper bien faits, j'ai trouvé. Voilà. Puis au niveau des costumes, prothèse, machin, c'est aussi la créature, elle est juste incroyable. Donc alors, d'après Del Toro, il n'a pas voulu reprendre le visuel de Abe dans Hellboy, ni le visuel de la créature du lagon noir, mais pour moi c'est vraiment un mélange des deux. Ça c'est pas parti, ça. Non, mais ça c'est pour le film, après voilà, le reste... C'est pas lui qui l'a designé en fait, la créature. Il a demandé à ce qu'on le fasse à sa place justement et que les gens ne regardent pas l'étrange créature du lac noir. D'accord. Il leur a demandé de pas regarder ce film et il a demandé de designer la créature. D'accord. Alors moi tout le long du film j'ai cru que c'était un préquel. Hein. Un préquel de quoi? De Abe? De Hellboy. Ouais. Ah mais moi tout le long du film j'ai dit mais un préquel. Puis après j'ai regardé, je me suis dit, mais non, le niveau timing ça marche pas. Mais c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu quand même, mais bon. Un peu. Voilà. Je suis arrivé, j'ai regardé des comparaisons et je me suis dit, bah non, c'est juste que c'est la créature en mieux maintenant, puisqu'il y a quelques années d'écart. Mais oui, puis c'est... après, une créature aquatique, en même temps, un humanoïde aquatique... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand choix. T'es pas obligé de lui faire des brachis qui sortent autant, t'es pas obligé de le faire bleu, t'es pas obligé de le faire... Non, les mêmes dégradés de couleurs, c'est les mêmes. Désolé. D'accord, ok. Il a peut-être dit que c'était pas ça, mais moi c'est ça, ok. Dans mon petit cœur, c'est comme ça. Ok. Alors du coup au niveau du voilà, justement on arrive à la grosse partie quand même. Voilà, au niveau du traitement thématique. Perso, j'ai trouvé que c'était vraiment un film profondément féministe, qui était vraiment basé sur le désir féminin, l'attente des sentiments amoureux, enfin dans le sentiment amoureux, le fait que les hommes soient lâches, violents, menteurs, machos, sauf où à un moment ils se révèlent bons, et puis que c'est finalement les femmes qui sont les héroïnes du film, que ce soit Elisa ou Zelda, et puis aussi au niveau de la musique, justement il y a que dans les extraits musicaux, puisque ils sont fans de comédie musicale, Elisa et son voisin, c'est que des femmes qui chantent.
il y a qu'un homme qui danse, qui fait la danse de l'escalier là, mais sinon c'est que des femmes qui chantent. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que les femmes du coup c'était vraiment un film féminin, ou en tout cas féministe, et pas dans le mauvais sens du terme. Je sais pas ce que vous en avez pensé. D'accord, ouais, franchement, c'est ça. Il y a un côté féministe par rapport à cette découverte, à cette évolution, et puis même le caractère d'Elisa, il évolue vachement le long du film en fait. Rien que le va te faire foutre à la fin à son patron. Il est juste génial. Mais oui, il est parfait, et ça c'est quelque chose qu'elle aurait jamais fait au début du film. Et pour ça c'est vrai que ça c'est vraiment chouette qu'il l'ait fait comme ça, et qu'il l'ait aussi bien fait, parce que ça reste malgré tout subtil. Parce que finalement, quand tu regardes le nombre de rôles, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. C'est vrai. Mais ça reste les femmes fortes. Ça reste les femmes fortes. Ouais. Ah, badass. Non, justement. C'est pour ça que j'ai dit que c'était féministe dans le bon sens du terme, et pas féminin et autres. Je vais me faire des amis. IES. J'ai trouvé aussi qu'il y avait, justement, que c'était un film sur les discriminations, et sur toutes les discriminations, au niveau de la couleur de peau, du genre, de la sexualité, des professions, justement, que ce ne sont que des petites femmes de ménage, vis-à-vis du handicap, vis-à-vis de voilà. Il y a beaucoup justement de ces discriminations qui sont montrées du doigt et qui sont cassées, mais peut-être un peu trop appuyées. Et du coup, c'est pour ça que j'ai émis une réserve au début, et peut-être un peu trop pétrie de bons sentiments, un petit peu un côté à la Amélie Poulain, qui pourrait gêner certains. Un peu pétrie de bons sentiments, et voilà, et un peu trop anti-discrimination. Ça peut partir là-dedans, quoi. Parce que ça reste hyper discret. À force, en fait. Ouais, vas-y, chapeau. Je trouve pas spécialement ça discret. Enfin, dans la façon de le dire, en fait, entre guillemets, d'en parler, oui, ça reste discret. Mais plus de la moitié des personnages inscrits dans le film sont une minorité. Ah, mais même plus que ça. Oui. Ils sont tout justement tout sujets à la discrimination. Oui, mais justement, après, leurs actions, c'est pas, encore une fois, c'est pas une réponse à une discrimination, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ressortent, et justement, c'est ça que je veux dire, c'est discret, c'est que c'est pas le sujet, c'est pas la discrimination, c'est la différence, et c'est vraiment une mise en avant, je pense. Parce que finalement, que son voisin soit gay ou pas, on s'en fout, que sa copine elle soit noire ou pas, on s'en fout, qu'elle soit muette ou pas, on s'en fout. Et ça, c'est pas là-dessus en fait que va se jouer le film. Tu vois, c'est pas comme on en parlait juste avant, comme les femmes de l'ombre, ou les femmes de les filles. Non, les femmes de l'ombre. Les figures de l'ombre. Les figures de l'ombre. Merci. Où là, c'est contre la discrimination. C'est des femmes noires qui vont lutter contre la discrimination. Là, c'est pas du tout. Là, c'est quelque chose d'hyper discret. C'est sous-jacent au thème principal. En fait, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je disais aussi. C'est discret, comme je te dis, parce que quand on est dans le film, on n'y pense pas. On se dit pas, tiens, c'est un film contre la discrimination ou quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a quand même plus de la moitié des personnages qui sont là pour parler de ces discriminations. Donc c'est ultra présent, mais c'est ultra discret. Alors oui, si vous me permettez cette blague, on baigne dedans quand même. Mais après, voilà, c'est pas... Oui, ça va, c'est pour détendre l'atmosphère, hein, je vous en prie. Mais non, mais voilà, mais après, c'est pour ça que j'ai dit que ça peut en gêner certains, mais comme dans Amélie Poulain, c'est un très joli film, etc., poétique, machin, tout ça, mais c'est vrai que ça en a gêné certains. Ah, mais on voit pas de noir, ah, mais regarde, et puis ils sont tous gentils, puis machin, puis truc. Voilà. Bon, c'est pas la même époque aussi. Hein. On est à la limite. On est à la limite de. Pas trop comprendre, voilà. quand même.
On est à la limite 2. Mais bon, mais ça passe quand même. Mais c'est comme la créature. On sait pas finalement ce que c'est, cette créature. Est-ce que c'est un homme qui a viré? Est-ce que c'est un croisement darwinien qui s'est mal passé? Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est effectivement, puisqu'elle a quand même des pouvoirs, cette créature. Donc, mais au final, quelque part, on s'en fout. Pouvoir complètement inutile, au passage. Oui, mais je vais faire rigolo. pousser les cheveux, ouais. Non, mais après, il revit quand même, et puis il l'a fait revivre. Hein. Alors justement, c'est par rapport à la fin. Est-ce qu'à votre avis, pour vous, et on va peut-être terminer là-dessus, parce qu'on a fait vraiment une grosse partie de critique, est-ce que pour vous, c'est une fin fantasmée ou pas? Est-ce que pour vous, c'est la vérité ou pas, ce qui se passe une fois que la créature emmène Eliza dans l'eau? Ouais, je me suis pas posé la question. Pour moi, ça a été oui. Ça a été ça. C'est la vérité. Ouais. Ah là, moi je serais plus dans le fantasme. Ouais, parce que c'est vrai que je me suis pas posé la question. Je me suis dit que c'était complètement crédible vis-à-vis de la poésie qui se dégageait de ce film et du côté fantastique qu'il y avait. Donc ça m'a pas dérangé et je me suis pas dit ça c'est une fin fantasmée. Alors est-ce que c'est pas comme dans le labyrinthe de Pan où justement on sait pas, est-ce que c'est juste une happy end parce que finalement c'est un grand conte, la forme de l'eau, comme il aime bien les faire, Del Toro, mais du coup est-ce que c'est juste une happy end pour faire plaisir aux spectateurs ou pour comme on dit le faire fantasmer, ou est-ce que c'est vraiment vrai parce que l'histoire des ouïes qui lui poussent magiquement à Eliza, alors qu'on dit qu'elle a des marques et que c'est peut-être ça qui l'ont fait devenir muette pendant le film, les espèces de griffures, de cicatrices qu'elle a sur le côté du cou. Moi, je l'ai senti venir vraiment, mais à 20 000. Et je me suis dit, mais oui, elle va respirer. Et puis, elle a été trouvée au bord d'une rivière, je sais pas quoi. Au bord de l'eau, tout ça, oui, c'est bon. Là, c'était limite lourd. Et du coup. Elle se masturbe dans l'eau. Oui, mais enfin bon, ça après, éventuellement. Oui, pourquoi pas, c'est vrai. Ça se passe dans l'eau. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, sa sexualité est dans l'eau, effectivement. J'avais pas fait le rapprochement. Voilà. Bon, fin fantasmée ou pas, après ça reste la fin, le film est très beau, voilà, c'est pas une fin qui gâche, mais c'est une fin en point d'interrogation quand même. Et en tout cas, pour moi, il n'y a vraiment pas de point d'interrogation. D'accord. Pour moi, elle est clairement fantasmée parce que c'était qui a raconté l'histoire ? C'est Gilles, c'est son voisin qui raconte l'histoire. Oui, c'est son voisin. C'est son voisin qui raconte l'histoire. Vrai. Et c'est lui, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu juste tomber. Mais il sait pas ce qui se passe derrière. Effectivement. Du coup, moi je pars du après c'est peut-être parce que j'ai envie que ce soit beau, tu vois. Mais tu vois, mais pour moi, c'est un film qui parle aux filles aussi. Non, mais je veux dire, c'est un film qui parle aux filles. Ça, c'est sexiste, ok ? Oh, non, tout de suite. Voilà, bref, non mais qui parle différemment en tout cas aux filles et aux garçons, je pense. En fait, moi c'est dès le départ, en fait, quand j'ai entendu cette, quand le film commence, le premier plan que j'ai trouvé déjà magnifique, on commence par cette eau par ces meubles qui reviennent à leur place alors qu'ils étaient en train de léviter comme s'ils étaient dans l'eau, et cette voix qui nous commence à nous dire, je sais pas comment je vais vous raconter cette histoire. C'est là où tu dis dès le départ, il va y avoir quelque chose. Enfin, il y a des choses qui seront fausses, c'est sûr. C'est une histoire que je vous raconte. Ouais. Donc je vais forcément la romancer, je vais forcément lui voilà. C'est comme le plan magnifique où il ouvre la porte de la salle de bain, ce plan qui a fait d'ailleurs l'affiche où ils sont enlacés, la créature et elle. Oui. C'est pareil, ça c'est pas réaliste, c'est beau. Oui, je comprends. C'est encore une fois, c'est Gilles qui voit ça, donc le voisin. Ouais. Oui, effectivement. Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, qu'effectivement c'était le point de vue de Gilles, mais en même temps, il a vu qu'il est pas tout le temps là, du coup c'est pas... Ouais, ok. Il lui raconte sa vie. Il raconte. Alors moi par contre, il y a juste un petit truc qui m'a gêné aussi, et peut-être je terminerai là-dessus, sauf si vous avez des choses à rajouter, c'est que pourquoi est-ce que cette créature a besoin d'eau salée ?
parce que le scientifique insiste sur le fait qu'il lui faut mettre beaucoup de sel, etc., alors qu'elle vient d'Amazonie, qui est un fleuve d'eau douce. Là, j'ai eu un... Oh, le gars, il fait son mon cerveau scientifique a tiqué à ce moment-là, en fait. Je me suis posé la question aussi. Mais est-ce que en Amazonie, il n'y a pas des fleuves d'eau salée, justement? L'Amazonie, non. L'Amazonie, c'est un fleuve d'eau douce. Hein. Oui, c'est vraiment Il a d'eau dit douce. Hein. dans un fleuve. Il a pas dit le fleuve Amazonie. Il a dit dans Non, un mais ça, fleuve. il vient d'Amazonie. Oui, mais un fleuve d'Amazonie, il y en a pas 40 des fleuves en Amazonie, donc ou même un bras du fleuve d'Amazonie, même si c'est une rivière, c'est quand même de l'eau douce. Mais bon, c'est un petit détail, mais voilà. Oui, c'est du détail, là tu vas chercher un petit peu loin. J'ai dit que c'était un petit détail sur lequel j'avais tiqué. Voilà. Mais c'est vrai que venant de Del Toro, c'est surprenant d'avoir fait une erreur un peu comme ça. Étant si méticuleux dans ses recherches, c'est surprenant. C'est ça. Bon, on a fait une grosse partie critique, mais on avait bien pas mal de choses à dire, donc j'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, chers amis auditeurs, de retourner voir le film, de le voir peut-être différemment, de le conseiller ou pas, suivant les personnes à qui vous en parlez. Voilà. On va continuer par notre dossier sur Guillermo del Toro. On va essayer d'être un peu plus concis, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est très dodu. Allez, on y va. Et puis, on va faire ça comme il faut dans les règles de l'art. Sortez vos notes, mes amis. On y va, on attaque. Alors notre ami Guillermo del Toro, justement, on va essayer de faire le tour du bonhomme, du propriétaire. Alors son nom de naissance c'est Guillermo del Toro Gomez, s'il vous plaît. Né le 9 octobre 1964, donc il a actuellement 53 ans. S'il vous plaît, il ne les fait pas trop, je trouve. Hein, il est assez... il fait assez jeune quand même. Et donc il est pas propre sur lui. Oh, tout de suite. Donc il est mexicain puisqu'il est né à Guadalajara. Quel accent. Tu as vu ça? Ah ouais. S'il vous plaît. Chapeau, est-ce que tu peux nous présenter les différentes facettes de Guillermo del Toro? Parce qu'on va faire un petit peu sa bio rapidement au fur et à mesure de nos différents angles d'attaque, de nos différents focus. Présente-nous les facettes du bonhomme. Eh bien, ces différentes facettes, et il en pas a les pas chaussettes, mal. hein, les facettes, hein, on est bien d'accord. Ah, ça sent meilleur les facettes quand même. Ça c'était nul. Oui, j'assume. C'est habituel. Donc vas-y, je t'interromps pas. Allons-y. Il en a plusieurs, il en a pas mal. Ouais, déjà bon réalisateur. Ouais. Il est connu pour Hellboy, Pacific Rim, notamment. Et Blade 2, tiens aussi. Parlons-en. Oui. Non, n'en parlons pas. Mais il est aussi scénariste. D'ailleurs, il a été scénariste sur Le Hobbit, la trilogie du Hobbit. À la base, il devait être réalisateur de cette trilogie, mais il a fini que scénariste. Et peut-être producteur aussi, je crois, je sais plus. Il a été scénariste pour le jeu vidéo de Hellboy aussi, parce qu'il ne fait pas que du cinéma, il a fait du jeu vidéo. Donc il y a un jeu qui s'appelle Hellboy The Science of Evil, donc il a été scénariste là-dessus. Pour la série dont on a parlé la dernière fois, Chasseur de Trolls. Oui. Et il sera scénariste pour Pacific Rim Uprising. Il est aussi producteur. Bon alors là, je vais pas tout citer parce qu'il a été producteur sur énormément de films, notamment sur Kung Fu Panda 2 et Kung Fu Panda 3. Ok. Qui sont des productions DreamWorks, hein, donc il a pas mal bossé avec DreamWorks, puisque Trollhunter, chasseur de trolls, sort des studios DreamWorks. Et les 5 légendes aussi, qui sont de chez DreamWorks. Il a bossé dessus, effectivement. Ouais. Pour citer d'autres films d'animation, il a fait La Légende de Manolo aussi. Oui, dont on avait dit que c'était apparemment que Coco avait un peu copié sur La Légende de Manolo.
Non, De parce loin, qu'on hein, pensait de que loin. ça avait été copié, mais c'est surtout c'est que ça se passe pendant la fête des morts, mais en vrai, ça n'a rien à voir avec, Ouais, avec ouais. la légende de Mal. Pas tout à fait, quoi. Mais ce n'est pas de ce film qu'on parle. Euh, il est aussi écrivain. D'ailleurs, il a écrit le livre Trollhunters, Mhm. qui a inspiré du coup la série. Avec David Notamment. Krause, justement, un de Avec ses David Krause, collaborateurs. ouais. Tout à fait. Et si je me trompe pas, il a écrit 2, 3, 4. Tu comptes sur tes doigts? Ouais, non, je regarde. Je me réfléchis, ouais. Il a écrit The Strain, Mhm. Qui a fait une série extrêmement nulle. qui a été coécrit aussi avec Chuck Hogan. Et The Fall, coécrit avec Chuck Hogan aussi. Et je crois que ses facettes s'arrêtent là, ce qui est déjà pas mal. Bah écoute, il fait quand même, il a fait quand même pas mal de, effectivement, pas mal de choses. Il fait un peu tout, quoi. Donc. Il a aussi publié un scénario du Labyrinthe de Pan Mm-hmm. pour l'avant-scène du cinéma, donc un peu toute sa préparation pour le Labyrinthe de Pan, ça il l'a publié pour le rendre disponible aux gens. Moi je trouve ça assez fort parce que le gars est dispo pour les gens. Oui. Et c'est cool. L'avant-scène, c'est un magazine, hein, sur le cinéma. Oui. C'est l'avant-scène cinéma, hein. Oui, c'est pas. Oui. D'accord. Oui, non, j'avais compris autre chose, donc voilà. Que c'était l'avant-scène. Il a publié son scénario dedans, ouais. Oui, il a publié son scénario dedans, effectivement. Voilà, très bien. Bah oui, donc on voit qu'effectivement, il fait quand même beaucoup de choses, ce garçon. Il est sur tous les fronts, et surtout sur tous ses films, il tient en fait plusieurs rôles. Il essaye d'être assez omnipotent sur ses films, j'ai l'impression. Ouais, il est bien derrière pour chapeauter le projet jusqu'au bout et dans sa totalité. Ouais, bah notamment ce qu'il fait, justement, on en parlait dans l'émission d'avant sur Chasseur de Trolls, sur Trollhunter, il est là tout le temps, quoi. Enfin, il supervise vraiment complètement le projet, et pourtant c'est une série en plus de tous ces autres projets. Voilà, bah merci mon petit chapeau. Tu as terminé du coup. Oui. On a dit qu'on faisait rapide, du coup t'as fait en express, toi. À moins qu'il soit agent secret, j'ai cité toutes ces facettes connues. Parfait. Bah écoute, moi je veux vous parler donc un peu de ses thèmes de prédilection, j'ai même envie de dire de ses obsessions. Parce que dans ces films, on a quand même beaucoup de ces thèmes-là. Le premier, je trouve, qui est le plus marquant, c'est celui des mondes souterrains. Il adore tout ce qui est sous terre. Moi, je pense par exemple à Mimic, avec tout ce qui se passe dans le sous-sol du métro de New York, glauque, labyrinthique, etc. L'échine du diable aussi. Le cœur de l'histoire se passe dans un bassin qui est en sous-sol aussi. Dans Blade 2, avec les combats dans les égouts, assez hallucinant d'ailleurs. Le film n'est pas forcément réussi sur tous les points, mais en tout cas sur les combats, moi j'ai trouvé qu'il était, et surtout les combats justement dans les lieux exigus, dans les égouts, est absolument génial. Hellboy, pareil, la base elle est souterraine. Le labyrinthe de Pan, les différents mondes, avec les différents mondes souterrains, dont le royaume, le fameux royaume de la petite fille. Et puis dans Crimson Peak aussi, il y a les cuves, les fameuses cuves étranges. Eh bien, elles sont aussi en souterrain, elles sont aussi en sous-sol. Et dans Trollhunters, avec tout le marché des trolls qui se passe justement sous la ville d'Arcadia. Donc vous voyez que les mondes souterrains sont vraiment toujours dans les productions de Guillermo. Il est aussi très fan de tout ce qui est insectes. Notamment dans son premier film, dans son tout premier film, il s'appelle Chronos, où il y a donc c'est une histoire
on revisite le mythe du vampire avec un bracelet qui ressemble déjà à un insecte, à un scarabée, et à l'intérieur il y a une espèce de larve de bestiole qu'il y a dans ce bracelet qui permet de transformer le personnage principal en une espèce de vampire avec la vie éternelle, etc. Donc voilà, les insectes. Bien évidemment, j'évoque Mimic, mais là où le film est sur des insectes, est très bien vu. Enfin, il y a des choses qui sont très très bien vues là-dedans. Le labyrinthe de Pan avec les fées, qui ressemblent à des espèces de phasmes, entre le phasme et la sauterelle au départ, et puis sous l'arbre avec le gros crapaud, le moment, la séquence où il y a le gros crapaud, ça grouille de bestioles, c'est juste presque dégoûtant avec ça, mais en tout cas il y a de l'insecte partout. Et puis il y a ce rapport entre les insectes et puis tout ce qui est mécanique d'horlogerie. Je crois d'ailleurs que Lia, t'avais une citation de Del Toro. Oui, c'est exact. En fait, je trouve que c'est une citation qui le résume parfaitement. Donc il dit, mot pour mot, traduit en français, j'éprouve une sorte de fétichisme pour les insectes et les appareils servant à mesurer le temps, tels que les horloges, les monstres, les endroits mal éclairés et ce qui est à l'état larvaire. C'est un peu ce que je viens de dire, en fait. Il vient de résumer oui, ce que non, je mais viens de dire. Mais ouais. Chacun son truc, hein. Moi je le dis de façon un peu plus sympathique, et puis surtout c'est mot pour mot ce qu'il a dit, ok. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui le définit clairement, en fait. Donc ça, tout c'est à fait. important. Ça c'est beau. Eh ben, merci voilà. pour cette citation del Guillermo. Faire avec l'accent. Avec l'accent. Tu aurais pu. Alors, toujours par rapport à ses obsessions, il y a la famille aussi. Il était très lié, je crois, avec sa grand-mère notamment, qui était, une famille assez catholique, et du coup, il a eu beaucoup il a été élevé par sa grand-mère, donc du coup, il a des rapports comme ça avec les gens de sa famille, ou en tout cas avec la famille dans ses films. Dans Chronos, donc, il y a toujours le lien entre la petite fille et son grand-père, puisque la petite fille assiste à la transformation de son grand-père en une espèce de vampire, mais avec beaucoup de respect. Dans Mimic, il y a l'histoire de le père et son fils autiste. Les Chines du Diable, pareil, alors là par contre c'est des orphelins, donc ils sont plus en reconstruction d'une famille de substitution. Dans Hellboy, pareil, avec la relation entre le professeur et Hellboy. Le labyrinthe de Pan est aussi, c'est un axe évidemment hyper important dans le labyrinthe de Pan, la famille, puisque avec l'arrivée du petit frère, le beau-père tyrannique et la promesse de la famille rêvée avec le royaume fantasmé, là, dans le conte. Dans Pacific Rim aussi, avec l'histoire des deux frères, et puis la famille de substitution entre Mako et le Marshal. Donc il y a toujours ces histoires toujours des histoires de famille, dans Crimson Peak bien évidemment. Ouais, qu'on en parle de Crimson Peak. Avec la relation entre le frère et la sœur, pas toujours très claire, et puis la mère aussi tout au début du film, la mère de l'actrice, du personnage principal, qui l'avertit en fait, qui lui fait un message de l'au-delà. Donc il y a cette bienveillance quand même de la famille et des gens qui sont morts. Et puis dans Trollhunters aussi, c'est une famille monoparentale et la relation entre le fils et sa mère est inversée. Puisque c'est le fils qui s'occupe de la mère, quasiment. Mais ce qui est chouette, c'est que malgré ce besoin de famille, et que les films restent des films horrifiques, quand même, c'est pas des films topissimes niveau ambiance, et pourtant ça reste des relations qui sont toujours saines un peu. Exactement. Alors, on parlera pas de Crimson Peak, mais mais ça reste propre sur soi. On sent que c'est quelque chose qu'il faut pas trop maltraiter, quoi. Et puis la famille a toujours, mis à part l'exemple de Crimson Peak que tu nous disais, c'est toujours bienveillant.
C'est de la bienveillance par rapport à la famille dans un sens comme dans l'autre. Donc ça fait une part de bon dans ces trucs comme tu disais horrifiques. Mais justement, parlons de la mort, parce que la mort ça l'obsède. La mort et tout ce qui est morbide, les fantômes, etc. Puisque il a ce côté, attachement par rapport à vaincre la mort, toujours aller plus loin que la mort, ne pas mourir. Le mythe du vampire dans Chronos, dans Blade, bien évidemment, dans Blade 2. Dans Hellboy, il y a Rasputin qui revient toujours et qui ne veut pas mourir. Et puis la bestiole aussi, dans le premier Hellboy, là, le Samasat, ou je sais pas quoi, là, l'espèce de chien absolument terrifiant, enfin le chien de l'enfer là, qui à chaque fois qu'on le tue, il se divise en deux, il renaît en deux, il se dédouble. Et puis dans Shape of Water, il y a le pouvoir de la créature qui parle aussi justement de vaincre la mort. Donc même jusque dans Shape of Water, elle y est. Au niveau des fantômes, il aime les fantômes. Déjà, il y croit. Del Toro croit aux fantômes. Et dès qu'il va sur des lieux de tournage, dès qu'il va dans des villes, il essaye de trouver les endroits hantés et il y dort. Par exemple, oui, il y dort, notamment. C'est vraiment un grand malade par rapport aux fantômes. Dans un des, je ne me souviens plus de pour quel tournage de film, mais il était allé dans un hôtel et il avait demandé, il savait qu'il y avait une chambre hantée et il avait demandé à dormir là-dedans et dans cette chambre. Et apparemment, il aurait entendu des cris de femmes au milieu de la nuit et avec des cris d'enfants et des pleurs dans cette chambre qui l'aurait vraiment marqué aussi, mais apparemment c'est sa grand-mère qui lui racontait aussi tout ça, donc je pense qu'il doit y avoir justement un côté mexicain avec justement le jour des morts là. Et après, il doit tourner un petit peu. Et voilà, il a fait Crimson Peak. Donc vous voyez que ça, dans les fantômes, et puis Les Chines du Diable aussi. Alors, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est vraiment un super film, justement avec une histoire de fantômes. C'est froid dans le dos et en même temps pas si, un peu comme La Famille, les fantômes sont pas forcément maléfiques. Justement, donc que ce soit dans Crimson Peak, dans Les Chines du Diable, c'est... Hein ? Non, rien, pardon. Voilà, et puis bien évidemment, toujours une obsession et en toile de fond, et on en parlait encore dans Shape of Water, la guerre, où là on a soit la guerre d'Espagne dans Les Chines du Diable, le labyrinthe de Pan, la Seconde Guerre mondiale dans Hellboy, la guerre froide dans Shape of Water, la guerre entre les vampires dans Blade 2, et puis une guerre aussi mondiale entre les kaiju, le correcteur orthographique m'a écrit Kakiju. Pardon, c'est pas mal. Voilà. Et les Jaeger, donc c'est une guerre mondiale aussi. Ouais, mais je trouve que tu devrais pas. Enfin, pour moi, Pacific Rim, c'est pas un film de lui, c'est trop une copie d'Evangelion pour que ce soit un film de lui en fait. Oui, mais du coup, il y est allé aussi parce qu'il y avait une guerre, quoi. Parce que justement. Je pense qu'il avait, c'est vrai. Non, mais je veux dire, il avait des relations, en tout cas avec le scénario proches. Non. Ok. Non, je sais pas. Après, si on veut. Voilà, en tout cas pour ces obsessions, ces thèmes de prédilection. L'IA, justement, tiens, tu veux parler. Parle-nous un peu de ces... parce que tu sais bien que moi je ne sais pas me taire. Alors, de quoi tu veux nous parler ? Rajouter un petit quelque chose sur ce petit Del Toro qu'on oublie en fait. C'est que si ce monsieur, il est autant attiré par ces monstres et ces créatures et ces choses étranges, et il l'a montré aussi un peu différemment puisqu'il a travaillé pendant 10 ans comme maquilleur et c'était l'élève en fait de Dick Smith qui est le maquilleur de l'Exorciste. Donc entre autres. Voilà, entre autres. Donc c'est pas quelqu'un un élève, un prof assez sympathique. Et donc le gars vient quand même, a passé 10 ans
donc à créer ces créatures physiquement, parce que du coup, il transformait. Et en fait, il va avoir des influences qui seront très éclectiques. En fait, on va avoir par exemple Arthur Machen, comment vous dites ça comme vous voulez, qui est un écrivain britannique qui est d'une littérature fantastique, qui va travailler autour du petit peuple, le folklore féerique avec les fées, les lutins, etc. Et qui développe aussi beaucoup son univers son univers romanesque sur la peur. Donc c'est quelque chose qui, donc là finalement on voit un peu d'où vient, mais aussi on va le mélanger avec du lore de Dunsany. Alors je suis désolée si j'écorche les noms. Je fais ce que je peux. Qui est lui un écrivain irlandais, pardon, j'ai mal écrit. Irlandais, qui est considéré comme l'un des grands fondateurs de la fantasy moderne. C'est l'auteur de La fille du roi des elfes, que je vous conseille. On est sur une fantasy fort sympathique. Et donc là, on va avoir des univers hyper construits, des choses vraiment très 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 travaillées avec un background de fou. Enfin, on sent que, c'est pas juste posé là pour faire joli, quoi. Mais du coup, ça c'est des personnes avec qui il a travaillé ou c'est des personnes qui l'inspirent ? Pas du tout. Ce sont vraiment ses influences parce que tous ces gens-là sont morts. Machen, il est mort en 47. Dunsany, il est mort en 57. Oui. Du coup, c'est pas de ses contemporains. Et donc ce sont vraiment uniquement ses influences en fait. On a aussi Clark Ashton Smith, qui est un artiste peintre et écrivain américain de fantasy, d'horreur et de science-fiction. On a Jorge Luis Borges, qui est un écrivain argentin qui est pareil dans le même univers. Il est même un peu plus loin lui, parce que attendez, j'arrive pas à me relire, parce que lui en fait il va travailler aussi des points de vue un peu philosophiques comme l'infini, les labyrinthes, la réalité, l'identité, l'ubiquité. Enfin, c'est quelqu'un qui va aller beaucoup plus loin dans son fantastique et dans sa fantaisie. Donc pareil, ça va être quelque chose qui va vachement influencer notre petit Guigui pour construire ses univers. Et bien entendu, on ne peut pas l'éviter, il a aussi été influencé par Lovecraft. Ça, c'est pas rien. Par exemple, Lovecraft, je vous en parle pas beaucoup parce que vous connaissez, hein, mais on va dire que chez Lovecraft, c'est pas l'homme qui est important. L'homme, finalement, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui ne comprendra pas la vie autour de lui et l'univers lui est profondément étranger. Et donc c'est à travers toutes ces influences que Guillermo del Toro va construire tout son univers et tout ce qu'on a pu voir de lui en fait. Et finalement, quand on connaît ses influences, on reconnaît d'où vient tout ça. Et ce mix qu'il a fait, qui fonctionne finalement très bien, qui est même vraiment vraiment top. Et en fait aussi, ce qui est cool, c'est que comme étant un maquilleur de base, donc ces créatures, donc qui viennent de ces influences-là, elles sont construites. Déjà, donc lui, il sait ce qu'il veut. Hein. On pourrait dire ce qu'on veut, il sait ce qu'il veut. Et surtout, il travaille toujours avec les mêmes personnes. Il a 2 maquilleurs qui ont des noms complètement imprononçables. Donc je suis désolée, je vais vous écorcher, je l'annonce. C'est David Meliti et Montri Ribet. Je suis désolée. Voilà. C'est pas grave, ils nous écoutent pas. Exactement, parce que en tout cas, ils ont quand même eu l'Oscar du meilleur costume et effets spéciaux, maquillage. Pour le labyrinthe de Pan. Donc pour la créature, je pense, pour le faune. Pour le faune, bien sûr, pour le faune. Ouais. Donc c'est là où on voit à quel point, et en fait, sur toutes ces créatures, c'est toujours eux avec qui il va travailler, avec qui il va construire ses personnages physiques. Oui, puis il met la main à la pâte en plus Del Toro, puisque justement il a 10 ans il a l'expérience, 10 ans d'expérience quand même là-dedans. C'est ça. Et donc toutes ces créatures, faut pas croire, il y a de la 3D, mais c'est surtout pensé en vrai. Le faune, on a des sculptures de lui, il y a 5 heures de maquillage à chaque journée pour pouvoir tourner, quoi. 5 heures de maquillage par jour. C'est beaucoup.
C'est pas mal. Et par exemple, sur le phone, pour parler un peu 3D, y a ces jambes sont en 3D par contre. Ouais. Ça va, les jambes, on les voit jamais, ok. Ça passe. Ça passe. Voilà. Non, mais c'est vrai que sur Crimson Peak aussi, ce ne sont pas que des créatures en 3D. Il y a que quelques morceaux qui sont en 3D. C'est ça. C'est toutes ces volutes qui seront en 3D, mais par contre, les personnages seront eux-mêmes défoncés réellement, enfin, pour donner cet effet, parce qu'ils sont dans Crimson Peak, il y a un peu un style graphique où ils sont brûlés en fait. Mm-hmm. Et ça c'est du réel. Enfin, c'est du réel, on va pas brûler des gens, mais c'est du maquillage, quoi. Ouais, et moi, je trouve ça vraiment cool parce que cet homme a réussi à garder son intégrité vis-à-vis de ça et à pas tomber comme du Tim Burton, à finir avec de la 3D à tous les quatre chemins et voilà. Ah, moi, ce que je trouve aussi intéressant justement là-dedans, c'est que du coup, ces effets spéciaux là vieillissent, ne vieillissent quasiment pas. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que Jurassic Park fonctionne encore, parce que c'est pas de la 3D. Ouais. Moi, c'est justement, on en avait parlé dans le labyrinthe de Pan, dans l'émission sur le labyrinthe de Pan. Tous les effets de compositing sont visibles, alors que justement, voilà, tout ce qui est créature, ça passe impeccable, parce que c'est du vrai, quoi. Voilà, c'est du maquillage, donc. Ouais, non mais c'est vachement important. Et j'ai une petite anecdote aussi pour dire que comme Del Toro aime ses maquilleuses, enfin ses maquilleurs et maquilleuses, c'est que donc le duo, la maquilleuse, quand elle est montée sur scène pour récupérer son Oscar pour le labyrinthe de Pan, ouais. Le labyrinthe de Pan, merci. En fait, il a remarqué qu'elle était vraiment toute petite. Elle était vraiment toute petite. Et il s'est dit, mais en fait, t'es vraiment toute petite. Alors toi, tu vas faire le bébé Hellboy. Et donc, c'est elle qui joue le Hellboy enfant dans Hellboy 2. D'accord. C'est la maquilleuse. Bravo. Parce qu'il l'a vu monter sur scène et qu'il s'est rendu compte comme elle était petite. Franchement, ça c'est rigolo. C'est qu'il les aime vraiment, ces gens. Et pour parler des gens qu'il aime encore, je vais continuer. Ouais. Il y a, bien sûr, en fait, derrière toutes ces créatures, les grosses créatures, on va avoir toujours le même personnage, enfin la même personne, justement pas le même personnage. On va avoir ce très cher Doug Jones, qui va jouer Abe, donc la créature marine, le faune, évidemment. et là, pour maintenant, la créature de Shape of Water. Alors, il a fait aussi dans Crimson Peak, il a fait des créatures aussi, je crois. Et là, peut-être. Si. Probablement. Ouais. Ils sont tellement fans que ça ne paraîtrait pas surprenant. Et Doug Jones aussi, alors pour ceux qui suivent la série, la nouvelle série de Star Trek, j'ai plus son nom, mais sur Netflix, là, la nouvelle série sur Netflix, c'est lui qui fait le capitaine Suru, l'espèce de créature là avec les grands bras et puis la tête complètement incroyable, l'extraterrestre qui est second sur le vaisseau. C'est lui, c'est Doug Jones qui le fait. Ouais. Voilà. Petite info en plus. Je reviens à ce que tu disais, dans Crimson Peak, c'est effectivement lui qui jouait la mère d'Edith, donc la mère de la gamine, donc l'espèce de truc dégueulasse. et par exemple dans The Strain aussi, donc la série qui est basée donc du scénario, enfin de l'histoire de Guillermo del Toro. Il a aussi joué la grosse créature, le gros méchant, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment, lui, je pense qu'on verra jamais sa tête en fait dans le film. Mais franchement, tant mieux parce qu'il joue si bien les créatures. Ouais. Ben, c'est lui qui fait Shape of Water. Un Abe et un faune, puis ensuite on revient sur le Abe, et puis après on repart pour faire une créature morte. Non mais ce mec est un super acteur, bordel, et on le voit jamais, on ne respecte pas son travail. Doug Jones, I'm for you. Non mais bon, voilà. calmez-la, s'il vous plaît. Non mais c'est vrai, parce que moi je trouve que c'est tellement dommage, on les voit jamais, et pourtant il est vraiment super fort. Les gens de l'ombre, et oui. Non mais c'est exactement ça, les gens de l'ombre, on les voit pas assez. Parce qu'en parallèle, par contre, celui qu'on va voir beaucoup, là, c'est le mec de Son of Anarchy, j'ai oublié son nom. Ron Perlman. Voilà. Ron Perlman. Perlman. J'ai mangé son nom, j'ai le droit, ok.
Donc lui, par contre, sa tête, on la voit bien. Et c'est pareil, c'est aussi un amour de jeunesse, puisqu'ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et voilà, donc ça c'est les petits copains de Del Toro. Il en a pas beaucoup, mais alors qu'est-ce qu'il les aime, hein. Et il les fait tourner. Ron Perlman, il avait joué justement dans Chronos, dans son premier film, et puis après dans tous les films, quoi. Enfin, dans quasiment tous les films de Del Toro. Il a pas joué dans Crimson Peak. C'est lui qui fait Hellboy. C'est déjà bien sûr. Ah si, ah non, je dis n'importe quoi. Je dis des mensonges. Excusez-moi. Je suis sur la mauvaise bio. J'ai dit qu'il avait pas joué dans Crimson Peak. Effectivement, il n'a pas joué dans Crimson Peak. Non. Ils se sont lâchés pour un film. Pour un film ou deux. Eh ouais. Voilà, puis il est aussi... Tu voulais rajouter autre chose aussi Non, là, pour moi, j'ai fait les petits copains que j'aime bien, moi. Parce qu'il a aussi son directeur photo avec qui il travaille souvent, c'est Guillermo Navarro. Ah oui, il a travaillé sur quoi, bossé. Alors il a travaillé sur Chronos, sur Les Chines du Diable, sur Le Labyrinthe de Pan, Hellboy 1 et 2, Pacific Rim, tout ça c'est le directeur photo, c'est Guillermo Navarro. Voilà, les deux Guillermo, parce qu'on en avait parlé dans une émission. Voilà, c'est son copain. Voilà, un très grand directeur photo. Ah bah oui, hein, parce que pour arriver à suivre Del Toro, il vaut mieux être efficace. Hein. Ouais, plutôt. Voilà, et puis aussi il y a un acteur aussi mexicain qui s'appelle Federico Lupi, qui a fait pas mal de films aussi avec lui, donc Chronos, c'est lui qui fait le grand-père, qui fait le roi dans qu'on voit à la fin dans Le Labyrinthe de Pan, enfin bref, voilà, c'est Federico Lupi, il a suivi aussi pas mal Guillermo. Voilà. Pour terminer, moi je vais vous parler de ces projets. On en a un petit peu parlé avec Chapeau. Donc justement les montagnes hallucinées, qui entre autres donc qui serait une adaptation d'un roman, du roman de H.P. Lovecraft. Et que tous les H.P. Lovecraft, que tout le monde attend, que les fans attendent parce que ce serait la seule adaptation et ce serait peut-être effectivement la seule personne qui puisse retraduire l'univers Lovecraftien, très fouillé et très étrange et totalement incroyable. Qu'est-ce qu'il a... Alors attends, dans les projets, donc voilà, il a voulu faire du jeu vidéo un petit peu, il a voulu travailler sur Silent Hill, je crois la 7e version de Silent Hill, le 7e épisode avec Hideo Kojima, le grand ponte de Konami, qui avait bossé sur Metal Gear notamment. Il y a eu des problèmes avec Konami et du coup l'histoire ne s'est pas faite. Il avait bossé aussi en 2012 sur un Survival Horror, un jeu vidéo donc style justement Resident Evil, etc., qui s'appelait Insane, qui avait bien fait monter la mayonnaise, et puis finalement ça a été annulé. Ouais. Avec l'éditeur THQ. Il aurait dû être scénariste sur le film. Sur le jeu, pardon. Du coup, au niveau des films, donc La Montagne Hallucinée, Le Hobbit, on en a parlé. Ils devaient faire Hellboy 3, puis finalement ça s'est pas fait. Et puis au final, ils vont nous balancer un reboot tout pourri, je pense, avec celui qui fait le shérif dans Stranger Things. Ouais. Ça a été annoncé il y a pas très longtemps. Mais c'est donc triste. Ça a été voilà. Bon, même si j'aime pas particulièrement Ron Perlman, c'est triste quand même. Mais c'est triste, effectivement. Alors sachez qu'il a refusé aussi de diriger Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Guillermo del Toro. C'est vrai. Il a refusé, vous savez pourquoi ? Parce que il a dit qu'il trouvait que les personnages étaient trop lumineux et trop heureux pour lui. Trop heureux. Trop heureux. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait Les gens pu sont trop bien dans ce film-là.
C'est un peu ça. Il aurait dû faire aussi, à partir de 2013, l'adaptation du manga Monster de Naoki Urasawa. Pour ceux qui sont fans de manga, voilà. Il aurait dû le faire, une œuvre fascinante et dérangeante, qui s'interroge sur les origines du mal et la naissance de l'inhumanité et de la monstruosité chez l'homme. Donc, on est vraiment là-dedans, complètement dans le thème de Guillermo aussi. Mais il aurait dû le faire. Alors, c'est peut-être... Est-ce que c'est avorté ou pas, ça peut-être que c'est dans les cartons et qu'il va y revenir dans quelques temps. Il aimerait bien aussi faire un Pinocchio en 3D, en animation 3D. Ça fait 10 ans qu'il en parle, mais apparemment ça a été abandonné en novembre de 2007 parce qu'il lui manquait des financements. Voilà. Mais par contre, alors, ouais. Moi, ce que je vois sur Pinocchio, c'est qu'il est annoncé pour 2020 sur Allociné. Donc je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il a effectivement été annulé, mais il a quand même une date de sortie pour 2020. Alors voilà, on ne sait pas si c'est vraiment complètement annulé ou pas, mais en tout cas il avait annoncé que le projet, il voulait que Pinocchio se passe pendant la période mussolinienne d'Italie, donc que Pinocchio était profondément antifasciste. Donc vous voyez, c'est encore une histoire de guerre, je vous en parlais des thèmes de prédilection tout à l'heure. Voilà, donc à voir ou pas, c'est vrai que ça va changer radicalement de la version de notre ami Waltou, Disney. Il avait été aussi pressenti pour faire le Dark Universe d'Universal. Vous savez, tous les films avec la momie, Frankenstein, etc. On en avait parlé à un moment. Ouais, c'est un peu tombé à plat, ça. Alors voilà, c'est un peu tombé à plat, mais pour une fois, voilà, alors c'est pas les producteurs qui ont dit non au réalisateur, c'est Guillermo del Toro lui-même qui a refusé de s'occuper de ce projet, et il dit que apparemment ce serait sa plus grosse erreur de sa carrière. Alors voilà, pour les projets qui sont complètement avortés, et là apparemment il a dit qu'après la forme de l'eau, il voulait prendre un peu de vacances, il voulait prendre un an de vacances. Alors j'en doute parce que apparemment dans ses tablettes, il aimerait faire, en tout cas il travaille sur le scénario du remake du voyage fantastique, enfin Fantastic Voyage en anglais, le remake du film des années 60, 1966. Si je ne dis pas de bêtises, de Fleschner, puisque c'est des scientifiques qui se rétrécissent pour aller à l'intérieur d'un corps humain. Et il leur arrive tout un tas de choses. Voilà, donc il va en faire un remake. Il bosse aussi sur le scénario d'un film qui lui tient à cœur depuis assez longtemps, qui s'appelle Silver. Ce serait un film en noir et blanc. Et le synopsis, c'est l'histoire d'un catcheur mexicain qui découvre que tous les politiciens sont des vampires et qui décide alors de tous les tuer. Voilà, ça vous place le personnage et le film. Il aimerait faire également un documentaire sur Michael Mann, le réalisateur Michael Mann, qui a notamment fait Collatéral, Ali, le film sur Mohamed Ali, Heat, La Forteresse Noire, bref, un grand réalisateur, notamment dans le domaine des policiers et des thrillers. Il aimerait faire également l'adaptation du Charlatan, un remake d'un film des années 40. Un thriller aussi, d'un escroc qui fait croire à des millionnaires, qui peut lire dans l'esprit avec l'aide d'une psychiatre, qui va avoir une ascension aussi rapide que la chute. Voilà. Et puis son chouchou, et je m'arrêterai là, c'est Scary Stories to Tell in the Dark, donc qui est apparemment un des livres préférés de sa jeunesse. Qui seraient des histoires des histoires effrayantes à lire dans le noir. Voilà, donc il aimerait travailler là-dessus. Vous voyez comme quoi il veut prendre des vacances, mais en même temps des vacances assez studieuses, moi je trouve. Il a de quoi faire en même temps.
Il a de quoi faire, donc puis je pense que là avec la forme de l'eau et le retentissement que ça commence à avoir et que ça va avoir, à mon avis, il va choper l'Oscar de la meilleure réalisation. Hein. C'est dans quelques Avec un jours. peu Là, de je vous chance, dis, ouais. on enregistre, on est le 28 février, ça passe ce week-end, hein, le 3, les Oscars. Mais je pense qu'à mon avis, il risque de récupérer une petite brouette de statuettes. Bah, je sais pas, après, parce que le film passe super accessible par tout le monde, donc on verra. Alors effectivement, alors moi j'ai remarqué aussi un truc par rapport à Shape of Water qu'on n'a pas dit, c'est que dans tous les pays du monde, il était au moins interdit au moins de 13 ans ou 12 ans, voire de 16 dans certains pays. Et en France, il y a juste un avertissement en disant attention, il y a quelques scènes qui peuvent être un peu costaudes. Moi, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre encore dans la censure française. Voilà. On va terminer cette émission avec des liens et ouvertures et puis allez, parce que je ne peux pas résister, une toute petite anecdote et ensuite quelques liens et ouvertures. Alors une petite anecdote parce que je ne pouvais pas m'en défaire. Alors très rapide, puisqu'on en a assez peu parlé du film Mimic justement de Guillermo del Toro. Dans ce film, il y a le rôle du docteur Susan Tyler qui est joué par Mira Sorvino, qui justement fait une scientifique entomologiste qui va libérer la ville de New York avec des insectes. Voilà. Enfin bref, regardez le film, lisez le scénario et regardez le film quand même si la fin est un peu bidon. Et figurez-vous que justement, il y a un vrai entomologiste cette fois-ci qui a donné un nom à un composé chimique sécrété par certains coléoptères servant de mécanisme de défense. Donc ces braves bébêtes se défendent avec une substance chimique. Et cet entomologiste a donné le nom de Mira Sorvone en hommage à Mira Sorvino. Donc je sais pas si c'est vraiment un hommage. Cette brave dame fort agréable à regarder ne doit pas non plus dire ça dans tous les banquets en disant vous savez, moi j'ai le nom d'une substance que créent certains insectes. Je sais pas si c'est vraiment... Pourquoi pas ? Je pense qu'elle a d'autres choses pour se vanter, mais enfin... Voilà, c'était pour la petite anecdote. Justement, voilà, ça vous fera rigoler à la machine à Kawa. On va passer aux liens et ouvertures. Allons-y. Alors les liens et ouvertures, Chapeau, tu voulais nous parler de quoi ? Chapeau. Oui, moi je voulais vous parler du bonhomme qui a créé l'affiche de The Shape of Water. C'est le même gars qui a créé 2 affiches pour le film Mother et une affiche pour le film Blade Runner 2049. Oh, mon Dieu. Du bagage, quoi. Ouais. Alors il s'appelle James Jean. On mettra son site dans les liens et ouvertures. Ouais. Dans le site. Et il a un style très coloré, très particulier. Ça plaira pas à tout le monde quand on regarde ses dessins autres que ses affiches. Mais c'est ultra coloré, il y en a de tout partout. Et moi, personnellement, ça me fait penser un peu à du Yoshitaka Amano. Très légèrement. Yoshitaka Amano, pour ceux qui savent pas, c'est le dessinateur de la saga Final Fantasy, des jeux vidéo. Mais en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je suis en train de regarder le site et je suis absolument fan de cet homme-là. Ouais, n'est-ce pas, hein ? Ah, c'est assez génial incroyable. Ce qu'il fait. Il met de la couleur de partout. Il a un univers. En fait, il a un univers vraiment bien qui correspondrait presque à Guillermo del Toro. En fait, c'est plutôt cool.
Ouais, très beaucoup de détails, ça fourmille de partout sur pas mal de ses œuvres. C'est vraiment magnifique. Effectivement, donc on mettra le lien vers le site de ce garçon. Moi, je voudrais vous parler d'un bouquin, d'un livre justement de Guillermo del Toro, et pas sur Guillermo del Toro, mais bien de Guillermo del Toro, qui s'appelle Le Cabinet des Curiosités, parce que comme on l'a pas forcément dit, c'était aussi un dessinateur, et il aime beaucoup dessiner, et faire des schémas, des choses de ce qu'il rêve, ce qu'il a dans la tête, et justement ce bouquin, alors je vous mettrai le lien d'Amazon, je pense qu'il va pas falloir qu'on s'affilie avec Amazon pour toucher un peu des ronds, mais en tout cas c'est une espèce de c'est vraiment un cabinet de curiosité de tous ces dessins. Donc on a des esquisses de ces monstres, justement de ces fantômes, de ces vampires, de ces de vraiment tout ça là, et notamment de Shape of Water, enfin de l'homme amphibien. Donc il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de choses comme ça, et pareil, c'est absolument incroyable. Ce qu'il dessine, c'est un peu sous forme d'un carnet de croquis, et c'est vraiment super. C'est un très très bel objet, je pense, à voir chez soi si on aime un peu au moins le cinéma, le design, c'est un bel objet, un beau bouquin. Voilà, le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Et puis dernier petit lien. Oh putain. On a une petite musique. Merci Lia. On a oublié de faire l'annonce qu'il fallait pas avoir de portable, etc. Mais oui, tu l'as pas dit. C'est vrai, c'est ça. Donc du coup, dernier liens et ouvertures. Dernier lien ouverture, en fait, il s'agit d'un court-métrage qui est totalement en rapport avec The Shape of Water. Ça s'appelle L'espace entre nous, The Space Between Us. Et c'est un court-métrage qui est sur YouTube, que vous pourrez trouver gratuitement sur YouTube. C'est CG Bros qui le diffuse, The CG Bros. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme de ménage qui fait du nettoyage dans une espèce de salle un peu privée. Et on amène une créature un peu marine. On est dans un monde post-apocalyptique quand même. Oui, on est dans un monde post-apocalyptique par contre. Où là, la planète Terre est totalement polluée et les gens sont obligés de porter des masques à oxygène pour pouvoir respirer. Et du coup, cette créature aquatique est enfermée exactement comme dans un Shape of Water, et elle voit la femme de ménage découvre la créature et elle va essayer de la sauver. Et pour ça, elle la trimballe dans son chariot de linge, enfin sous son chariot, et exactement comme The Shape of Water. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a aucun plagiat entre les deux films, entre le film et le court-métrage, mais ça se rapproche vachement, et le film est de toute façon assez intéressant à voir. C'est un court-métrage de 12 minutes 50 à peu près. Alors moi j'avais lu justement que il y avait eu presque bisbille entre Del Toro et les gens, parce que c'est un court-métrage étudiant, donc les gens qui ont fait le court-métrage, mais au final en fait déjà c'est un thème assez classique, on va dire, en fantastique, science-fiction, ce genre de choses, et puis du coup ils sont finalement entendus et dit quand ils ont fait le court-métrage, ils n'étaient absolument pas au courant de Shape of Water, puisque le scénario n'avait absolument pas fuité, en tout cas de ce que tout le monde sait, et ils avaient l'air totalement de bonne foi en fait, donc c'était vraiment totalement fortuit. C'est assez rigolo, parce que c'est vrai qu'il y a d'énormes similitudes, et même Del Toro, je crois, n'a pas vu le film, enfin le court-métrage avant d'avoir fait son film. Donc c'est vraiment, c'est assez étrange comme coïncidence, mais ça reste apparemment, visiblement, une coïncidence, et tout le monde est bien content. Bien, et on a fait le tour du lac, tant mieux, et
on a une émission bien dodue, j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur, mais on avait dit que c'était une grosse émission, donc du coup on a mis plein de contenu. On espère que ça va en tout cas vous a été agréable à écouter en une fois ou en plusieurs fois. C'est l'avantage du podcast aussi. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre et nous contacter et nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram. On essaie de mettre des petites choses, des petits teasings, des petites choses comme ça. La chaîne YouTube, promis, je m'en occupe. Voilà. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, s'il vous plaît, sur iTunes. Des petits commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Des mails, contact@multifocus.fr. Voilà, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, qu'on discute, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas, nous sommes à votre tout oui, j'ai envie de dire. Voilà, pour faire un petit clin d'œil à la créature de Shape of Water. Alors je vous annonce le thème du prochain mois. À la fin du mois de mars, il va y avoir le nouveau film de Steven Spielberg, Ready Player One. J'ai assez hâte de le voir parce que je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que Spielberg, maintenant, cet homme d'un âge certain, voit le jeu vidéo et les mondes virtuels. Dans ce film. Donc voilà, ce sera notre film thématique pour la grosse émission. Et puis le thème, on aimerait voir justement les rapports. On va pas refaire une émission sur les adaptations de films, de jeux en film, mais justement voir les rapports qu'il y a entre eux et les allers et retours qu'il y a entre le cinéma, les séries télé et les jeux vidéo. Voilà, donc soit du côté du jeu vidéo vers le cinéma, soit du côté du cinéma série télé vers le jeu vidéo. Donc on vous fera ça, on fera des petits multifocus, avec des rétrofocus sur des films qui en parlent, etc. Voilà, enfin bref, voilà, vous avez le thème. Si vous voulez qu'on parle d'un film en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on a été ravis de faire cette émission, même si le son était, je pense, va être dégueulasse. Je vais essayer de faire ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit en début d'émission, mais voilà, c'est indépendant de notre volonté. Merci la neige. En tout cas, on vous embrasse, on vous remercie de nous avoir écoutés et à la prochaine fois. Merci en tout cas Lia et Chapeau pour votre participation. Et à la prochaine. Bisous, bye bye. See ya!